RDC Rwanda. Angola, convoqué par João Lourenço. Sur place, le chef de l'État congolais a constaté la non-tenue de la réunion. La délégation du pays agresseur a séché la rencontre. Giscard Koussema. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait deux chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les deux chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. Et c'est le plus grand centre culturel construit en Afrique centrale jusqu'ici. Le centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale de Kinshasa, situé sur le boulevard Triomphal, est enfin ouvert, fruit de la coopération sino-congolaise, financement de 100 millions de dollars américains. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a inauguré samedi. Guilain Kabalundi, Coco Molicho, reportage. Des prestations de haute facture sous une puissance d'éclairage de scène. Voilà ce que offre le plus grand centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale de Kinshasa, dont les portes ont été ouvertes ce samedi 14 décembre 2024. Situé sur le boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple à Kinshasa, ce centre culturel et artistique est d'une superficie de 93 000 mètres carrés et abrite une salle de spectacle de 2000 places, deux amphithéâtres de 800 et 300 sièges, des studios d'enregistrement des dernières générations, une salle de danse ainsi que des chambres pour accueillir les hôtes. Ce samedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait lancé les travaux en 2019, revient sur le site pour la cérémonie d'inauguration. Installé dans la tribune, le couple présidentiel aux côtés de nombreux officiels a suivi quelques allocutions des circonstances. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine en RDC a salué l'excellence de l'amitié sino-congolaise à travers ces centres, fruit de la coopération entre les deux pays. Un centre qui devra devenir le carrefour où se tissera les arts et la sauvegarde du patrimoine national, comme l'a fait remarquer la ministre congolaise de la Culture, des Arts et des Patrimoines. Yolande Elébé a par ailleurs invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Des mots qui ont précédé ceux de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui du ministre de l'Urbanisme et Habitat, représentant du ministre d'État des Infrastructures. Après les mots est venu l'acte symbolique. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture officielle des portes du centre culturel et artistique.
Autre symbole, les dévoilements de la plaque commémorative, la remise des clés du bâtiment et l'expression du président dans le livre d'or. Une maquette du centre a été présentée au chef de l'État pour lui permettre de se faire une idée de tout le coin et recoin de ce centre culturel. À l'étape du Grand Théâtre, le couple présidentiel a suivi une projection vidéo, des spectacles et des animations culturelles. Pour couronner le tout, un show de feux d'artifice a été donné devant le boulevard Triomphal. Un dernier spectacle avant le départ du président de la République. Voilà. Et depuis la cité de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi était en visioconférence avec son homologue indonésien nouvellement élu. Les deux États vont renforcer leurs relations de coopération, notamment dans le domaine des mines et de l'écologie. Reportage Blandine Zovo, Roger Diei. La République démocratique du Congo et l'Indonésie, deux des trois pays ayant en commun les massifs forestiers tropicaux les plus importants du monde, ont décidé de mutualiser leur stratégie face aux enjeux mondiaux sur le climat dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les deux chefs d'État ont échangé ce samedi par visioconférence autour du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie dans les secteurs miniers et l'écologie, étant donné que la RDC et l'Indonésie sont comptés parmi les piliers détenant des ressources minières stratégiques dans le monde, telles que le cuivre, le cobalt ou le lithium. À travers ce premier échange entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue indonésien Prabowo Subianto, nouvellement élu au suffrage universel le 20 octobre dernier, il s'est agi de tabler sur la nécessité de mettre en place une coopération stratégique entre les deux pays afin de peser ensemble face aux enjeux climatiques de l'heure. À titre de rappel, du 8 au 9 août 2023, la République démocratique du Congo, dont le président a placé l'environnement au cœur de sa stratégie diplomatique, l'Indonésie et le Brésil avaient pris part au sommet de 8 États signataires du pacte de l'Amazonie dans la ville de Belém, au Brésil. Ces pays, qui représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales mondiales et les 2/3 de la biodiversité terrestre, avaient décidé de coaliser leurs efforts au moment où la crise climatique devient un problème mondial en vue de parler d'une même voix et de développer un agenda commun pour la sauvegarde et la préservation de leurs ressources forestières. Au terme de cet échange en visioconférence, le nouveau président indonésien a lancé une invitation officielle à son homologue congolais pour une visite d'État en Indonésie. Direction Massimanimba, province du Kwilu, les électeurs se sont choisis ce dimanche leurs représentants au Parlement, une élection qui fait suite à l'annulation des scrutins de décembre 2023 émaillés de violence. On a donc vu ce matin à 6 heures déjà des milliers de Congolais de ce coin du pays amassés devant le bureau de vote. Un élément à suivre un peu plus tard. Une délégation gouvernementale est allée ce dimanche constater l'effectivité de la reprise des travaux de construction de la salle des spectacles Kinshasa Arena au stade de Martyrs. Un commentaire en image, bien sûr, et c'est la voix de Yolande Voka. Les travaux de construction de Kinshasa Arena ont repris dans l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte. Une délégation gouvernementale et de responsables des entreprises commis à ces travaux ont été ce dimanche sur les sites pour constater l'effectivité de la reprise de travaux après plusieurs mois d'arrêt. Maintenant, en ce moment, les éléments bloquants ont été levés. Il n'y a plus rien qui va bloquer le projet. Alors l'entreprise a promis de rendre le projet au mois de septembre. On travaille d'arrache-pied avec tout le monde, on a une forte mobilisation et on pense tenir à cet ultimatum du mois de septembre 2025 pour la livraison complète du projet. On est accompagné par la CGT, donc les maîtres d'ouvrage. Des assurances ont été données sur la poursuite du financement par le gouvernement de la République.
vous savez, le projet était en arrêt à la suite des problèmes d'irrégularité des procédures et des maîtrises de coûts qui étaient jugés excessifs. Et le ministère des Finances qui a reçu les rapports a eu à faire des séances de travail avec la société Milvest. On a mis de l'ordre sur les procédures et on a travaillé sur le coût. Aussi, les travaux étaient suspendus. Il y avait un certain nombre de préalables qu'il fallait fixer et les préalables ont été levés. Et maintenant, il est question d'accompagner l'entreprise à réaliser ces travaux et à les achever dans les délais. C'est un ouvrage assez important pour le pays. Et moi, comme ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui est le ministère du Beau, permettre à ce que les personnes et les équipements soient agencés dans le pays de manière cohérente. Et que cette infrastructure d'Arena, nous attendons à bien faire comme l'entrepreneur l'a si bien dit, dans 8 mois. Nous reviendrons aux côtés du chef de l'État certainement, parce qu'il tient à ce que cet ouvrage soit achevé, et non pas avoir un éléphant blanc dans la capitale congolaise. Les élus nationaux se félicitent de cette reprise de travaux de construction de cet édifice culturel et sportif par l'entreprise turque. Nous avons été ravis d'apprendre que d'ici le mois de septembre 2025, les travaux seront achevés et que le président de la République pourrait inaugurer ces infrastructures de haute facture qui sont en train d'être construites par des Congolais. Septembre 2025, c'est la date butoir pour la remise officielle de cet édifice. Et de son côté, l'Agence congolaise des grands travaux suit de près l'évolution des travaux de construction des rocades. Ces méga infrastructures routières censées faire le tour de la ville. Les ouvrages de drainage, la couche de fondation et la stabilisation des talus sont bien visibles. Tété Bongunja, Robert Kalimba. À l'étape de la rocade sud-ouest, le directeur général a fait les constats, accompagné du directeur provincial qui l'a rejoint, de la levée de l'obstacle qui constituait les différents cimetières. L'exhumation et la relocalisation des tombes s'est fait en présence du représentant du Congo central, car le tracé des rocades de Kinshasa flirte avec la province de Simon Kimbangu. Quant aux travaux, une bonne zone est déjà revêtue de la couche des fondations, bordée par des caniveaux dont certains sont en cours de finition. C'est le cas notamment des abords de la cité Millennium, passant par la base des Crec 8 et évoluant en direction de Ngoudiabaka, frontière entre Kinshasa et le Congo central. Nikonza Nzao fait un état des lieux de changement remarqués 2 mois après le passage du ministre des ITP, Urbanisme et Habitat, ainsi qu'aménagement du territoire. Sur le linéaire, nous avons vu que la fois passée, on était au niveau de la couche de fondation. Et maintenant, vous constatez avec moi que la couche de fondation est presque enterrée. C'est une manière de vous dire que les travaux avancent très très bien. Des caniveaux qui peu à peu envahissent tous les linéaires en travaux, des passages sous route mis en œuvre aux endroits indiqués, une planche de C de la couche de base en concassé 0,80, voilà autant de changements remarqués par les directeurs généraux de la CGT sur la rocade sud-est dont les travaux sont exécutés par Covec, sous-traitant des CISC SA. À cette étape, la visite était guidée par la mission des contrôles BK assistée des celles de surveillance composées de l'Office des routes et ACGT. L'avènement de ce projet a attiré des occupants que les autorités devront à tout prix encadrer afin que les abords de la route restent protégés. Une situation déplorable. Nous lançons ce cri d'alarme des usagers de la nationale numéro 16, tronçon qui sent Tukimvula Popo Kabaka. Cette route d'intérêt national est dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Les produits des champs pourrissent avant même d'arriver à destination. Yvette Mankoutima. L'on se croirait dans une carrière où les creuseurs sont munis des pelles, pioches et autres. Ce sont plutôt des commerçants convoyeurs et conducteurs de gros véhicules transportant des braises et denrées alimentaires, cherchant à se frayer un chemin avec le moyen du bord pour évacuer ces produits vers les centres de consommation. À la hauteur du village Kindona, territoire de Kisantu, la route est dans un état d'impraticabilité indescriptible. Ces jeunes dont la force des bras restait le seul moyen ont lancé un cri de détresse aux autorités compétentes pour la construction de la route nationale numéro 16
axe essentiel pour l'acheminement de ces produits vivriers. Nous demandons aux autorités la réhabilitation de la RN16 Kisantu Ngilinga jusqu'à la frontière. Les produits agricoles en provenance de ces coins du pays nourrissent Kinshasa. Depuis que nous avons quitté le village d'Ngilinga, non loin d'ici, nous avons perdu plus d'une semaine. Nos produits, avocats, ananas et autres périssent ici. Aidez-nous. Je demande à Papa Fati de nous venir en aide. Nos enfants qui sont restés à Kinshasa souffrent. La route nationale numéro 16 est une route de déviation de la route nationale numéro 1, parcourant 450 km, traversant de l'ouest à l'est les villes de Kisantu, Inkisi dans le Congo central et les localités de Popokabaka et Mayamba du territoire de Kenge, province du Kwango. Et c'était une semaine bien remplie pour le garant de la nation congolaise. Il n'a pas seulement inauguré le plus grand centre culturel d'Afrique centrale, mais également il a déployé tant d'autres activités reprises ici dans la semaine du président sélection de Kibambeso Moïsa. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours sur l'état de la nation dans une salle de congrès où l'on a noté la présence de tous les chefs des institutions de la République et des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à RDC. Le chef de l'État a, dans son allocution, repris l'action menée durant l'année 2024. Sur le plan économique, le taux de change a été stabilisé. Les réserves internationales atteignent 6 milliards 117 millions 50 000 dollars américains. Des mesures ont été aussi prises pour sécuriser le pouvoir d'achat. Le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990 francs congolais et celui du gasoil s'évend à 2 977 au lieu de 3 435 francs congolais par le passé. 8 produits alimentaires de première nécessité connaissent aussi une baisse sensible de prix. Concernant les embouteillages, le chef de l'État a dit avoir instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer les améliorations ou ajustements significatifs pour remédier aux embouteillages. À la question relative au banditisme et au phénomène Corona, des mesures sont prises. Le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrateurs des territoires pour leur itinérance. Crise sécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a réitéré sa détermination à y mettre fin. Il a aussi exprimé sa solidarité aux victimes, soulignant que les efforts ne cesseront pas pour leur porter assistance et protection. Garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a aussi abordé la question de révision ou changement de la Constitution, soulignant qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. En début de semaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'hôtel Pullman au lancement officiel de la conférence sur la lutte contre la corruption. Mobiliser la jeunesse africaine contre la corruption pour des lendemains meilleurs, c'est le thème principal de cette conférence qui a été organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique. La conférence a réuni les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, plusieurs membres du gouvernement, des chefs des délégations de pays membres du Forum des inspections générales d'État et des représentants d'organisations non gouvernementales. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État a souligné que la lutte contre la corruption n'est pas que l'apanage de quelques-uns, mais aussi une responsabilité collective, appelant à une mobilisation générale pour éradiquer ces fléaux.
Il s'est ouvert au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Président, la cérémonie d'ouverture de ces assises, le chef de l'État a souligné que les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État ont pour but de faire de ces entreprises le moteur dynamique de développement capable non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Pour le président de la République, la gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra être désormais irréprochable. Le vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine la 26e réunion du Conseil des ministres. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont pris part à cette réunion. La communication du président de la République, la situation sécuritaire et sanitaire à RDC, l'évolution du marché d'échange et l'organisation de l'audit des viabilités des établissements publics et privés était à l'ordre du jour de la 26e réunion du Conseil des ministres. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité pendant la semaine, rattrapez-vous à travers notre rubrique La semaine en 5. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Les audiences foraines se sont poursuivies sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pense que l'heure est venue pour terroriser les Kuluna. Le lancement de l'opération Ndobo en est une illustration parfaite. Et que toute la rigueur de la loi soit appliquée à ces jeunes marginaux, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est sur le terrain pour suivre le procès de ces scélérats. Promise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la baisse des produits de grande consommation a été décidée. Les prix de riz, sucre, poisson, poulet, sans être exhaustifs, ont dégringolé à la suite de l'accord signé par les gros importateurs membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC et le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a effectué le lendemain une visite de terrain pour voir les fournisseurs et en avoir le cœur net. Pendant ce temps, le portefeuille de l'État subissait un examen minutieux de sa situation, connue pas très fameuse. Plusieurs panels avec différents sujets pour autopsier les entreprises publiques, l'objectif étant de proposer la thérapeutique qui replace les entreprises du portefeuille au cœur de l'économie nationale. La première ministre chef du gouvernement a rassuré sur la volonté d'un nouveau départ. Toujours dans la semaine, la première ministre a ouvert la 12e session ordinaire de l'autorité du lac Tanganyika à Kinshasa. La RDC, le Burundi, la Zambie et la Tanzanie se proposent des stratégies qui assureront la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région, tout en préservant l'écosystème vital du lac Tanganyika. Le projet du budget exercice 2025 a été adopté en seconde lecture au Sénat. Les sénateurs ont également dans la semaine, dans le cadre du contrôle parlementaire, entendu quelques membres du gouvernement. En se servant de l'expérience des autres, la radio-télévision nationale congolaise peut avoir une riche banque de données en termes d'archives. Le ministre de la Communication et Médias a discuté dans la semaine avec Paul Lompec et Christian Gomis de l'Institut national des archives de France dans cette perspective. Massimanimba et Yakoma vont connaître leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. C'est au terme d'une campagne agitée comme de tradition et les formations en cascade de la Commission électorale nationale indépendante que les électeurs se rendent aux urnes. Et pour terminer, le coordonnateur national du PDD-RCS a participé à Bujumbura au Burundi à l'atelier de mise en place du cadre légal de rapatriement des ex-combattants burundais désarmés sur le sol congolais.
Et c'est la suite de l'actualité. Retenez que la RDC va abriter le 4e colloque des soins infirmiers et obstétricaux en novembre 2025. C'est le président national de l'Ordre national des infirmiers qui l'annonce dans ce reportage de Joséphine Liondo, Yaele et de Bobette Yenga. La République démocratique du Congo met le bouchée double pour réussir le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux prévu en 2025. Le président national de l'Ordre des infirmiers et sages-femmes qui veille au grain a réuni ce samedi 14 décembre 2025 le corps infirmier et sages-femmes. Objectif, faire la restitution des travaux du 2e colloque tenu à Ouagadougou au Burkina Faso et sensibiliser les corps infirmiers et sages-femmes à s'approprier de l'organisation. Pour Kombadjeko, la RDC, pays hôte de la 3e édition du colloque des soins infirmiers et obstétricaux, sera sous les projecteurs. Nous allons voir dans le domaine de la recherche à quel niveau se trouvent les pays francophones d'Afrique. Sur le plan de la qualité des services à rendre à la population, quel est le niveau atteint par les professions infirmières et sages-femmes en Afrique. Sur le plan de leadership infirmier, quel est le niveau de satisfaction que la population a vu dans le leadership infirmier. 1000 personnes sont attendues pour ces assises. Elles viendront de 20 pays d'Afrique francophone. L'hygiène menstruelle, un véritable souci pour de nombreuses femmes et jeunes filles. Certains centres de santé locaux ont reçu des kits destinés à soulager les bénéficiaires. Mireille Ndeke. Comme partout dans le monde, plusieurs jeunes filles congolaises sont butées à de sérieux problèmes financiers pour garantir leurs protections intimes. C'est dans cette logique que la Miss Indépendance RDC, Océane Poundou, après son élection en 2023, s'est fixé l'objectif d'accompagner les jeunes filles de son pays dans la lutte contre la précarité mensuelle. De retour au pays, après avoir poursuivi ses études en France, Océane Poundou est allée au centre hospitalier Saint-Crispin pour remettre un kit de serviettes hygiéniques avec l'appui du Club national de sous-traitants. La précarité menstruelle est un fléau qui touche toutes les jeunes filles dans le monde. Ce n'est pas seulement au Congo, mais au Congo, c'est un problème qui est majeur. Car beaucoup de jeunes femmes sont en situation de pauvreté, de précarité, et donc les menstruations deviennent un fardeau. Elles n'ont pas la possibilité, pour certaines, d'avoir accès à des bandes hygiéniques, donc elles utilisent des tissus ou d'autres éléments qui ne sont pas adaptés et qui peuvent engendrer des problèmes de santé comme des infections. Au nom des bénéficiaires, le docteur Mouzombi n'est pas resté indifférent face à ces gestes louables venant d'une jeune femme éprise d'amour pour la condition hygiénique de la femme dont la jeune fille. Nous sommes très heureux. Ça va servir à nos malades, surtout nos malades jeunes filles qui viennent, parce que la fondation OMA, c'est pour essayer de réduire la précarité menstruelle des jeunes filles. Nos jeunes filles drépanocytaires en ont besoin et ça sera une très bonne chose. Aux côtés des sédants, de serviettes hygiéniques s'ajoutent des papiers de toilette, détergents, savon, tensiomètre, gel hydro, paracétamol en effusion, javel et autres produits pharmaceutiques à la rescousse de malades. Et il s'en est suivi une visite guidée au centre hospitalier Saint-Crispin. Il s'est de noter également que cette action s'inscrit dans le cadre de la fondation OMA. Et un conflit foncier qui touche le domaine de la santé, précisément la division provinciale de la santé, dont le terrain a été spolié. Le ministre de la Justice prend le dossier à bras-le-corps. Rodépanda. Après l'assaut des protestations sur les artères de la commune de la Gombe et le dépôt du mémorandum au ministère de la Justice et garde des Sceaux pour la spoliation de la concession de la direction provinciale de la santé ce jeudi 12 décembre, la même attitude avec tambour, fanfare, les personnels de la division provinciale de la santé étaient devant les palais de la justice. Les ambulances ont barricadé la route, un signal fort pour marquer leur mécontentement. Tous derrière les chefs de division provinciale de la santé, le docteur
Paul Ntangou, déterminé pour la récupération de leurs concessions. Le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, qui agit avec chrono, les a reçus et les a garantis avec instruction ferme aux services concernés de régler cette affaire dans 48 heures. J'ai été informé de toutes vos doléances sur la spoliation de votre concession. Le président de la République ne veut plus entendre les désordres dans le secteur de la justice. Ainsi, je vais tout faire pour que vous ayez la solution dans 48 heures. Oui, dans 48 heures, de trouver solution à problème. Le personnel de la division provinciale de la santé de Kinshasa est rentré avec espoir. Et plus d'une année après leur nomination à la tête de l'Office national de pêche et aquaculture, les membres du conseil d'administration travaillent sans frais de fonctionnement ni émolument. Et à cela s'ajoute l'occupation illégale des bâtiments de l'ONAPA à Kinkole. Fifi Mukundi. L'Office national de pêche et aquaculture peine de fonctionner dans les normes après 2 ans de sa mise en place. Son patrimoine immobilier est non seulement spolié, mais aussi victime d'occupation illégale. Henriette Ouamou, présidente du conseil d'administration de l'ONPA, qu'accompagnait le directeur général de cet office et un élu du coin, ont palpé du doigt cette réalité lors de la visite d'inspection à Kinkole Pêcheur. Sur le site situé sur l'avenue Lianga, une propriété de l'ONPA transformée en maison d'habitation moyennant les paiements du loyer. Une situation grave non loin de ces sites, les constructions anarchiques envahissent les centres pilotes de pêcheurs de Kinkole. Du coup, tout un quartier sort des terres. Nous sommes venus aujourd'hui nous rendre compte de ce qui revient des droits à cette structure, notamment les infrastructures laissées par l'ONP qui existe à Kinkole Pêcheur, que l'ONPA a sonné les glas de récupérer tout ce qui lui appartient. Et finalement, l'ONPA ne sait pas travailler, on est bloqué. Et ils ont aussi pris les bâtiments, le patrimoine, tout. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir récupérer tout ce qui appartient à l'ONPA. Mais la demande est que nous puissions entrer dans nos droits. Parce que nous avons des immeubles ici à Kinkole et on peut en faire des bureaux parce que pour l'instant, ONPA n'a pas de bureau. À l'issue de cette visite, le PCA Ouamou et son équipe se disent déterminés à récupérer les patrimoines de l'ONPA avant l'acquisition des bateaux de pêche, dotation annoncée par le président de la République lors de son discours sur l'état de lieu de la nation. Il est dangereux d'utiliser le téléphone quand on conduit. Cette campagne dénommée « Pas de téléphone au volant » tombe à point nommé. Reportage. Ce sont des gestes anodins du quotidien mais qui à certains moments peuvent être lourds de conséquences. Lire ou écrire un texto, publier un post sur les réseaux sociaux ou naviguer sur Internet en conduisant crée un risque évident en termes de sécurité routière. Les yeux sur les routes, pas sur les téléphones, c'est cette deuxième campagne de sensibilisation routière sur la sécurité routière qui vient d'être lancée par la Commission nationale de prévention routière CNPR. En dépit de son importance en tant que moyen de communication, le téléphone est nocif pendant la conduite. Une invitation est lancée à tous les Congolais à participer à cette campagne et à adopter des comportements responsables sur les routes, surtout en cette période de festivités. On va continuer avec l'appui du CNPR à communiquer sur les bonnes pratiques et également à intensifier la communication non seulement pour les usagers, c'est-à-dire les conducteurs, mais également pour leurs familles. La campagne va se concentrer sur 2 volets principaux, l'éducation et la sensibilisation du public sur les règles de sécurité routière, ainsi que des interventions dans les écoles pour promouvoir des pratiques de conduite responsable. Un modèle de gestion, la Direction générale des impôts, sous la conduite de Barnabé Mwakadi Mwamba, a réalisé des performances remarquables avec un rendement financier de plus de 105% en 2024, plus de 5 milliards de dollars américains de recettes mobilisées, soit près de plus de la moitié du budget national. Une belle façon de renflouer les caisses de l'État. Le magazine RDC Infrastructure et Développement, émission produite par la RTNC et présentée par Aimé Mutombo, lui a reconnu
reconnu le mérite de la gestion responsable. Barnabé Mwakadi a reçu le trophée Tombouama. On ne le voit pas souvent sur les antennes de télévision, mais Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la Direction générale des impôts, est, on ne peut le dire, un héros dans l'ombre. Le rendement de l'entreprise sous sa gestion permet de renflouer le caisse de l'État, donnant ainsi au gouvernement de la République les moyens de sa politique. Résultat, des projets de développement, des infrastructures de grande envergure qui naissent à travers le pays. Tout ceci justifie bien ce trophée et ce diplôme d'excellence remis à ce mandataire public, initiative du trophée Tombouama et du magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement, diffusé 11 années durant sur les antennes de la télévision nationale, émission que présente Aimé Moutombo, spécialiste en la matière. C'est bien clair, Barnabé Mwakadi Mwamba, à la tête de la DGI, a excellé dans la mise en œuvre des réformes et il est passé de performance en performance, crevant ainsi chaque année le plafond des assignations budgétaires. Je dis grandement merci à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui nous a placés à la tête de ces grands services mobilisateurs de recettes. C'est dans sa vision sur la bonne gouvernance que nous sommes arrivés à faire des exploits au sein de ces services mobilisateurs de recettes. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup au cordon de l'initiateur du trophée Tombouama d'avoir pensé à notre modeste personne pour nous accorder ce diplôme d'honneur et ces prix. La deuxième édition du trophée Tombouama, on le rappelle, a bien vécu dimanche 8 décembre à l'Hôtel du Fleuve et à l'occasion, une vingtaine de personnalités ayant excellé dans le domaine des infrastructures et développement ont été primées. À suivre après ce journal d'une page magazine sur les performances financières de la DGI et la remise du trophée Tombouama au DG de l'entreprise. Et en politique, Constant Moutamba a mobilisé des foules dans le district de la Tchangou sur les réformes de la Constitution. Cédric Kenina. C'est à la maison de l'entrepreneuriat à Limete que s'est ouverte. Des milliers de personnes, drapeaux en main, sous le soleil accablant de Kinshasa. Les terrains Bouddha, dans la commune d'Ndjili, a refoulé du monde. L'opposition républicaine, avec à sa tête Constant Moutamba, a mobilisé plus que prévu autour de la réforme constitutionnelle. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a évoqué les biens fondés de la réforme constitutionnelle telle que voulue par les garants du bon fonctionnement des institutions de la République, qui est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Tout de suite, l'unanimité s'est créée autour de ces projets. La foule a scandé à tue-tête pour les changements de la loi fondamentale. Cependant, c'est lui qu'on appelle le crocodile de Lubao a jeté les pavés dans la mare pour fustiger les comportements hypocrites, selon lui, de l'opposition radicale qui joue au Ponce Pilate. Le leader de l'opposition républicaine a salué l'ouverture politique manifestée par le chef de l'État avec la mise en place d'un gouvernement inclusif. Dans le chapitre de la lutte contre le banditisme urbain appelé Kuluna, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer l'opération Zéro Kuluna, enfin d'éradiquer le phénomène des gangs urbains. Il a invité par ailleurs les citoyens à dénoncer activement tout cas de criminalité et à participer à cette lutte nationale pour restaurer la sécurité dans le quartier. Lors de ces grands rassemblements, en sa qualité d'organisateur des États généraux de la justice et surtout animé par un esprit de redevabilité, il a fait rapport de la tenue des États généraux de la justice. Sans tergiverser, l'idée de créer un Conseil supérieur de la justice a reçu une adhésion massive.
Et un gala de football pour les personnes vivant avec handicap prévu début 2025 au stade de Martyrs. L'équipe de la RDC va s'opposer à celle de Paris FC, annonce faite lors du forum Jeunesse Business Opportunité tenu à Kinshasa. Christine Lenzio, Simon Kankolongo, reportage. C'est à la maison de l'entrepreneuriat à Limete que s'est ouverte la deuxième édition de JBO, Jeunesse Business Opportunity. Cette activité coordonnée par Claire Yaniwana, fondatrice de RD Connection, excelle dans l'encadrement des jeunes entrepreneurs. Lors de leurs échanges avec plusieurs entrepreneurs, Claire Yaniwana a annoncé la tenue le 4 janvier 2025 d'une grande activité sportive avec les personnes vivant avec handicap, visibles et non visibles, activité qui se tiendra au stade de Martyrs. D'où le séjour à Kinshasa de KS Academy avec les coachs de Paris FC, Kamel Saouti, sélectionnaire de l'équipe de France de football pour les personnes amputées. Le message pour les Congolais que l'handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie, c'est une vraie réalité. On n'est que passage sur terre et si on peut apporter un peu de bonheur à des personnes en situation de handicap, il faut le faire. En tout cas, nous, on est là pour vous. L'idée, c'est pas de faire un match pour faire un match, c'est de pérenniser nos relations avec le Paris FC Handifoot, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Et je lui dirais, pour finir, merci au peuple congolais. On vient avec un éléphant à la maison, nous les déposons et chacun prend sa part. Chacun tire et je crois qu'avec le président de la République, si lui-même peut être comme Kamel est en train de souhaiter et que surtout tout le monde souhaite qu'il soit le premier à ouvrir et surtout à faire, comme on dit, le coup d'envoi de ces matchs, ce serait un plaisir que le président de la République, vraiment lui-même, je le souhaite qu'il soit là parce que je sais que le président est tellement touché par les causes de l'handicap et tout ce qu'il fait, vraiment c'est tellement merveilleux que nous voulons le voir et aussi le sentir, nous aussi qui sommes de la diaspora, encourager que les chefs de l'État, ce qu'il a dit, on les fait. Ce match de gala Handifoot va opposer l'équipe de Paris FC Handifoot à l'équipe nationale Handifoot de la RDC. L'organisatrice de JBO, Claire Yaniwana, coordonnatrice nationale et internationale des KS Academy, travaille à Kinshasa avec la Fondation Masunda Panzi qui œuvre déjà dans l'encadrement des personnes avec handicap. Il y a aussi la collaboration avec le gouvernement de la RDC et des fédérations de handifoot de la France et de celles de la RDC, aussi avec l'aide de l'ambassade de la RDC en France. Et on termine avec ce nouveau-né dans le monde littéraire, l'ouvrage « Être leader de l'unité aujourd'hui », œuvre de l'auteur Ghislaine Kaambou. Le professeur Isidore Ndaiwel a baptisé le livre. Reportage Malumbela. Cet ouvrage intitulé « Être leader de l'unité aujourd'hui » est l'œuvre de Ghislaine Kaambou Aga. Il s'agit d'un récit inspirant qui invite les lecteurs à emprunter le chemin de la paix et de la réconciliation pour bâtir une véritable unité au sein de la société. Cette unité passe d'abord par une harmonie avec soi-même, mais aussi avec autrui et avec Dieu. Fervente défenseur de la cohésion sociale et du vivre ensemble, l'auteur s'inspire de l'idéologie de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari au sein de l'Église catholique. Sa volonté d'instaurer l'unité dans les communautés en République démocratique du Congo est au cœur de sa démarche. Ce livre nous donne des astuces, des ingrédients pour essayer à garder la cohésion. Les divisions qui nous amènent en enfer doivent nous apprendre à travers ces livres à changer les caps. Eco for Leader est là pour vous accompagner. Le professeur Isidore Ndaiwel, qui a eu l'honneur de préfacer cet ouvrage, a exhorté chacun à s'approprier son contenu afin de vivre en esprit de paix et d'harmonie. La cérémonie a été également ponctuée par la remise des certificats aux femmes influentes qui, face aux défis actuels, initient des actions concrètes produisant des résultats tangibles au sein de la société. Nous avons primé 15 dames comme leaders de l'unité. Elles sont là pour aider la communauté à travers leur formation qu'elles donnent à la jeunesse.